Une femme raciste humilie un homme noir sans savoir que cet acte va révolter les Noirs des États-Unis. Le ciel était clair ce jour-là, une lumière douce inondait la ville, et une brise légère caressait les rues de Manhattan, apportant une fraîcheur bienvenue aux passants pressés. La ville semblait vibrer de son énergie unique, une mélodie de bruit de voitures, de conversations et de rires qui se mêlaient dans un flot incessant. Cependant, au cœur de cette agitation, le restaurant du Soleil, une institution 5 étoiles, se dressait comme un sanctuaire réservé à l'élite de la société. C'était un lieu prisé, un endroit où l'on venait pour plus que la cuisine. Ici, on venait exhiber son statut, s'assurer que tout le monde sache que l'on appartenait à un cercle exclusif. Les conversations étaient souvent aussi raffinées que les plats, et chaque geste, chaque regard était calculé. Les portes en verre du restaurant s'ouvraient sur un intérieur baigné de lumière chaude et dorée, où les tables étaient décorées de nappes blanches immaculées et de verres cristallins. Des tableaux modernes ornaient les murs, capturant des scènes abstraites de richesse et de pouvoir. Des sculptures élégantes, posées ici et là, semblaient incarner le luxe même. Au milieu de cette opulence, les clients étaient soigneusement observés, jugés non seulement par leur choix de plats, mais aussi par leur apparence, leur posture, leur façon de parler. La faune de ce lieu, une élite souvent arrogante, était composée de ceux qui avaient tout, ou du moins, qui croyaient avoir tout. Et cet après-midi-là, un nouveau chapitre de cette histoire allait se jouer, sans qu'aucun des participants ne puisse en deviner l'ampleur. Clara Mitchell, une femme d'une quarantaine d'années, fit son entrée dans ce monde de luxe avec une assurance palpable. Sa robe haute couture, d'un noir impeccable, épousait parfaitement sa silhouette, tandis que des accessoires dorés scintillaient à son poignet et autour de son cou. Elle marchait d'un pas ferme, ses talons résonnant sur le marbre poli du sol, attirant quelques regards admiratifs mais aussi quelques sourires à peine dissimulés, ceux des femmes qui en envient son succès et ceux des hommes qui savent déjà qu'elle appartient à cette élite inaccessible. Elle était influente dans le monde des affaires, une femme qui avait grimpé les échelons avec une détermination glaciale. Connue pour ses opinions tranchées et souvent polémiques, elle n'hésitait pas à revendiquer ses positions conservatrices et ses jugements acerbes envers les autres. Ces autres, qu'elle considérait comme moins dignes, moins raffinés, ou tout simplement hors de son monde. Ce soir-là, Clara allait déjeuner avec plusieurs partenaires commerciaux de haut niveau, des figures puissantes du monde financier et technologique, et elle était prête à briller une fois de plus. Tout en traversant le restaurant, elle s'arrêta quelques secondes pour saluer ses connaissances avec un sourire parfait, un sourire qui cachait une froideur bien gardée. C'était sa façon de rappeler à tous sa place, celle qui dominait, celle qui savait comment manipuler les règles et les hommes. Chaque mouvement, chaque parole, semblait calibré pour impressionner et maintenir son statut. De l'autre côté de la salle, un homme en costume sombre était assis seul à une table près de la fenêtre, les bras croisés, regardant les passants à travers les vitres du restaurant. Malik Johnson, lui aussi dans la quarantaine, était un homme noir calme, mais il ne passait pas inaperçu. Sa posture, droite mais décontractée, sa confiance tranquille, et son regard pénétrant attiraient l'attention des observateurs, même s'il ne cherchait pas à se faire remarquer. Contrairement aux autres clients qui aimaient être au centre de l'attention, Malik semblait faire partie de ce décor sans y être forcé, comme s'il avait toujours appartenu à cet univers de luxe, mais sans en avoir besoin pour valider sa propre existence. Malik n'était pas un homme de spectacle tapageur. Bien que sa réputation dans le monde des affaires n'était pas encore bien connue du grand public, il avait largement prouvé sa valeur dans les cercles où cela comptait. Entrepreneur prospère dans l'industrie technologique, ses investissements dans des entreprises dédiées à la justice sociale avaient fait de lui une figure respectée par ses pairs. Mais là où beaucoup cherchaient à se faire connaître par des apparitions publiques, Malik avait préféré se concentrer sur l'impact durable, loin des feux de la rampe. Ce déjeuner, qu'il avait prévu depuis des semaines, devait être un moment simple, un échange entre hommes d'affaires. Il pensait juste pouvoir profiter d'un repas tranquille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce repas allait devenir bien plus qu'un simple déjeuner. Il allait devenir un catalyseur pour une révolution sociale. Clara, qui ne prêtait pas attention à l'homme assis près de la fenêtre, se dirigea vers sa propre table, croisant Malik au passage. Il leva brièvement les yeux vers elle, et bien qu'elle fût étrangement attirée par son calme et son charisme, elle le balaya rapidement du regard. Il ne lui appartenait pas, n'était qu'une figure parmi tant d'autres dans ce monde où les gens de son rang pouvaient ignorer l'existence de ceux qu'ils considéraient comme moins importants. Puis, en s'installant à sa table, elle se tourna vers ses invités, et d'un ton sec et moqueur, fit une remarque à haute voix, clairement destinée à atteindre son objectif. « Je me demande si quelqu'un peut lui expliquer que ce restaurant n'est pas destiné aux gens comme lui, dit-elle en désignant Malik du doigt avec un sourire moqueur, ses lèvres se courbant dans une expression de dédain.
Le ton de sa voix était suffisamment fort pour que tous les regards se tournent vers elle, et bien sûr, vers l'homme qu'elle venait de viser. Les murmures autour de Clara se dissipèrent en un instant, comme une mer calme après un orage, mais le silence qui suivit était lourd, presque palpable. Ce silence n'était pas celui de la gêne ou de la honte, mais plutôt un silence chargé d'une tension soudaine, une attente suspendue. Les yeux de tous les présents étaient désormais braqués sur Malik, qui, contre toute attente, ne baissa pas les yeux. Il ne fléchit pas. Il se redressa dans son siège, son dos droit comme un épi de blé sous une brise légère, et posa un regard implacable sur Clara. Aucun mot n'était nécessaire. La simplicité de son regard suffisait à transmettre toute la profondeur de ce qu'il ressentait, l'indignation, la surprise, la colère rentrée, mais aussi la dignité inébranlable. Chaque fibre de son être refusait de se soumettre à l'humiliation que Clara venait de lui infliger. Malgré tout, pour Clara, ce regard ne semblait qu'un léger contretemps dans sa conquête personnelle. Elle avait voulu marquer son territoire, faire savoir à tous qu'elle n'avait pas peur de faire éclater la vérité selon ses critères. Pour elle, Malik n'était qu'une figure éphémère dans un espace qui lui appartenait, un espace de pouvoir, de richesse et de dominance. Elle pensait que ces mots cruels et dégradants resteraient sans réponse, qu'ils ne trouveraient aucun écho dans ce monde de lumière et de luxe. Elle imaginait déjà les conversations qui suivraient autour de cette table, des rires complices et des acquiescements affirmant sa place dominante. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que ce geste de mépris n'était pas qu'une simple victoire personnelle. Elle venait de déclencher quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Ce qui se passa dans ce restaurant n'était pas qu'une simple scène de racisme ordinaire. C'était l'étincelle d'une révolution, un moment historique où la passivité allait céder la place à la résistance. Un jeune serveur, qui avait assisté à la scène en silence, sentit un frisson courir dans son dos. Il n'était pas un homme de confrontation, mais l'injustice qui venait d'être infligée à Malik, ce regard accusateur et dégradant, le toucha profondément. Le jeune homme n'hésita pas une seconde. D'un geste discret mais précis, il sortit son téléphone portable et commença à filmer, capturant l'instant avec une rapidité qu'il n'avait même pas anticipée. La vidéo, en apparence anodine, se retrouva sur les réseaux sociaux en un clin d'œil, rapidement partagée par d'autres témoins de l'incident. La scène s'échappait des murs du restaurant, se propageait comme une traînée de poudre, bien au-delà des frontières de Manhattan. En quelques minutes, le hashtag Respect Malik devint viral, et les réactions explosèrent sur les plateformes en ligne. Des centaines de milliers de personnes commencèrent à partager la vidéo, stupéfaites par l'attitude arrogante de Clara, choquées par la violence invisible du racisme qu'elle incarnait. Mais ce n'était pas simplement un acte isolé, un incident dans une salle élégante de New York. C'était un miroir tendu à toute la société américaine, qui rappelait avec force comment les Noirs étaient souvent invisibilisés, maltraités, ou dénigrés dans des espaces de pouvoir et de privilèges. Les commentaires s'accumulèrent sur les réseaux sociaux, avec des voix s'élevant pour dénoncer le racisme latent et omniprésent dans le monde des affaires, dans le monde des loisirs, et dans bien d'autres secteurs. Des commentaires dénonçaient la manière dont les vies des Noirs étaient constamment discréditées, rejetées et ignorées, souvent au nom d'un soi-disant ordre social. Pour beaucoup, l'incident n'était pas simplement celui d'un homme humilié dans un restaurant de luxe. C'était le symbole d'une lutte systémique, d'une guerre de classe et de race qui se jouait depuis des siècles. Malik, qui avait d'abord été frappé par l'injustice de la situation, se retrouva bientôt submergé par un flot de messages de soutien venant de tous horizons. Des personnalités publiques noires, des activistes, des intellectuels, des artistes, tous se levèrent pour défendre son honneur. Mais au-delà des figures médiatiques, ce sont surtout les communautés noires à travers les États-Unis qui se retrouvèrent dans l'histoire de Malik. Pour eux, ce n'était pas seulement un affront à un individu, mais à l'ensemble de leur peuple. Des voix anonymes, des travailleurs, des mères, des pères, des étudiants, tous réagissaient, se reconnaissant dans ce rejet brutal, dans cette humiliation. Le hashtag Respect Malik se transforma en un cri de ralliement pour des milliers de personnes qui, bien que dispersées à travers tout le pays, se sentaient unies par un même sentiment de lutte contre l'injustice raciale. Puis, les manifestations commencèrent. Ce qui avait commencé comme un incident isolé dans un restaurant chic s'était transformé en un mouvement national. Des pancartes portant le slogan Malik et nous commencèrent à apparaître dans les rues de New York, de Los Angeles, de Chicago et de bien d'autres villes à travers les États-Unis. Des foules se rassemblèrent, leur présence massive un témoignage silencieux mais puissant de la colère qui grondait. Ces manifestations n'étaient pas seulement une réponse à un acte raciste particulier, elles étaient un rejet collectif de l'ordre établi, un appel à l'égalité et à la reconnaissance.
Des réunions communautaires furent rapidement organisées dans toute la ville, des espaces de réflexion et de solidarité où des voix autrefois étouffées par la peur ou le scepticisme purent enfin s'exprimer. Ces rencontres, bien plus que de simples discussions sur ce qui venait de se passer dans ce restaurant, devinrent des forums où les membres de la communauté partagèrent leurs propres histoires de discrimination et d'humiliation. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une femme raciste et d'un homme noir. Ce geste isolé, aussi puissant soit-il, était le reflet d'une longue et douloureuse histoire de discrimination systémique. Il symbolisait des décennies, voire des siècles de marginalisation, où les Noirs, quelle que soit leur réussite ou leur statut, étaient toujours perçus comme inférieurs, comme des citoyens de seconde classe. Dans ces espaces de rassemblement, les discussions s'étendirent au-delà du simple incident, prenant en compte les luttes pour la reconnaissance, le respect et l'égalité. Il ne s'agissait plus seulement d'un affront personnel, c'était le cri d'une communauté entière, portant les cicatrices d'un passé oppressant, mais aussi l'espoir d'un avenir plus juste. Les manifestations, bien qu'elles débordassent de colère et de frustration, étaient également chargées d'un message clair. Ce n'était pas seulement un incident isolé, mais un signal d'alarme pour un changement profond et nécessaire dans la société américaine. De grandes pancartes étaient brandies, des slogans pleins de défis résonnaient dans l'air, et la foule, malgré sa diversité, semblait unie dans un même appel à la justice. Cependant, l'impact de ce mouvement ne se limita pas aux rues. Les grandes entreprises, les institutions et même les gouvernements se retrouvèrent confrontés à une pression sans précédent. Les dirigeants d'entreprises se virent obligés de répondre à des questions difficiles sur leur gestion de la diversité et de l'inclusion. Beaucoup ne pouvaient plus ignorer l'évidence. Le racisme n'était pas une question isolée de comportements individuels, mais un problème structurel enraciné dans les pratiques économiques, les politiques publiques et les dynamiques sociales. Les grandes entreprises, souvent accusées de perpétuer des inégalités en matière de recrutement, de promotion et d'opportunités, furent poussées à revoir leurs politiques internes. Certaines entreprises commencèrent à prendre des mesures visibles, à créer des programmes de formation sur l'inclusion, à investir dans des initiatives de diversité. Mais, bien plus que des actions ponctuelles, un mouvement naquit. Ce n'était plus une simple question de ce qui était juste ou injuste sur un plan personnel, c'était désormais une question politique, sociale et économique incontournable. Les acteurs économiques, les institutions éducatives et les responsables politiques n'avaient d'autre choix que de prendre position, sous peine d'être perçus comme complices du système. La société américaine se retrouvait à un carrefour, poussée à se réinventer sous la pression d'un mouvement populaire grandissant. Quant à Clara, elle se retrouva plongée dans un tourbillon qu'elle n'avait pas vu venir. D'abord prise de court par la vague d'indignation, elle chercha à minimiser l'incident. Elle tenta d'enrober ses paroles dans un langage prétendument sophistiqué pour justifier ses actions. Mais les médias, les militants et les citoyens ne lui laissèrent aucune chance. La vague de soutien pour Malik se transforma rapidement en un tsunami de colère et de dénonciation. Les appels à boycotter ces entreprises se multiplièrent, circulant sur les réseaux sociaux et à travers les communautés touchées. Les campagnes pour dénoncer son hypocrisie et son racisme ne cessèrent de croître. Même ses partenaires d'affaires, autrefois complices silencieux de ses comportements, commencèrent à se distancer d'elle, ne voulant pas être associés à une figure si toxique. Face à la pression de l'opinion publique, Clara fut forcée de publier des excuses publiques. Mais, bien qu'elle espérait que ce geste suffirait à apaiser la tempête qu'elle avait déclenchée, il était trop tard. Loin de réparer les dégâts, ses excuses sonnèrent comme une tentative désespérée de maintenir son image intacte, et non comme une véritable prise de responsabilité. La société la rejetait maintenant, et le poids de son racisme devenu public ne pouvait plus être balayé sous le tapis. La machine médiatique l'avait prise pour cible, et elle n'était plus qu'un symbole du type de privilège que les riches et puissants croyaient pouvoir préserver à tout prix. Malik, quant à lui, se retrouva au centre d'un mouvement bien plus grand que lui. Il choisit de ne pas laisser cet incident définir sa vie, mais plutôt de l'utiliser comme tremplin pour amplifier les voix des autres, celles de ceux qui, chaque jour, subissaient les mêmes humiliations, les mêmes discriminations. Au départ, il avait été un simple spectateur, un homme d'affaires respecté dans son domaine, mais il comprit rapidement qu'il portait désormais la responsabilité d'un changement radical. Il choisit de s'engager pleinement dans cette révolution en cours. Il devint plus qu'un symbole d'une injustice individuelle. Il devint le visage d'une lutte collective, celle des Noirs, des minorités, des invisibles qui se battaient pour être entendus, vus et respectés. À travers cet acte de rébellion contre l'injustice, il n'était plus simplement Malik, l'homme d'affaires. Il devenait une figure emblématique,
un leader inattendu dans un combat qui le dépassait. À travers ses actions et ses prises de parole publiques, il offrait une plateforme à ceux qui n'avaient pas les moyens de se faire entendre, à ceux qui se retrouvaient accablés par des histoires similaires, trop souvent ignorées. Le mouvement grandit, se tissant autour de l'histoire de Malik et de l'humiliation de Clara. Ce n'était plus simplement un incident isolé dans un restaurant luxueux. C'était devenu une prise de conscience nationale sur le racisme systémique, sur la manière dont il se perpétuait au sein même des institutions les plus puissantes. L'affaire Malik Clara allait bien au-delà de New York. Elle secouait désormais tout le pays, poussant les États-Unis à se confronter à des questions de justice sociale, de responsabilité politique et de réconciliation nationale. Les manifestations se multiplièrent, les conversations se radicalisèrent, et peu à peu, ce qui avait semblé être un événement anecdotique dans une soirée chic se transforma en un tournant dans l'histoire des États-Unis. Le pays, au bord du gouffre, semblait prendre une nouvelle direction. Celle d'un chemin tortueux, certes, mais peut-être le seul menant vers la justice et l'égalité. Malik et ceux qui l'avaient soutenu avaient allumé la flamme de ce changement. Et bien que le chemin à parcourir fût encore long, l'Amérique savait désormais qu'elle ne pourrait plus revenir en arrière.